Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Salut mes potos chéris et merci à vous, chers téléspectateurs artésiens, pour votre fidélité. L'actualité économique, c'est le bras de fer qui se déroule aux États-Unis en ce moment même et qui préoccupe les Européens. Donald Trump tente de contrôler la Banque centrale des États-Unis, la Fed, une institution indépendante. Trump a traité son chef, Jérôme Powell, de crétin obstiné il y a un peu plus d'un mois car il refusait de baisser les taux d'intérêt par peur de l'inflation. Ce n'est pas l'avis de celui qui se voit déjà succéder à Powell. So for me, I think we need to start cutting rates at the next meeting. Our dual mandate says worry about employment and inflation. Look through the inflation, worry about the employment, start cutting. Cette tentative de saper l'indépendance de la Réserve fédérale américaine met-elle en péril l'économie mondiale, à commencer par l'économie européenne? On en débattra ce soir avant de vous retrouver en dernière partie de l'émission, Marie Bonisso et Xavier Mauduit. Et avec une triste nouvelle, Elisabeth. Eh oui, la production des célèbres Cachou la Jaunie, c'est terminé. La Jaunie, patrimoine toulousain, patrimoine français. Je vous raconte la saga. Et vous, Marie? Moi, je vous parle d'un vieux réseau de téléphonie mobile, la 2G, vous vous souvenez? Bon, bah, ça va très bientôt disparaître, alors que c'est encore utile à des centaines de milliers d'ascenseurs. Est-ce qu'on va tous rester coincés? Je vous disais tout à l'heure. Eh ben, écoutez, merci de nous faire prendre un coup de vieux, tous les deux, avec vos chroniques à tout à l'heure. Et pour commencer, place à Jean de La Fontaine, fabuleux fabuliste du XVIIe siècle, moraliste subtil, moqueur et zoomorphe. Les écoliers le découvrent dès le CM1, il me semble. Les comédiens Ariel Dombal et Laurent Stocker de la Comédie Française l'adorent et l'incarnent dans une exposition à Paris, exposition immersive. Entrez, Jean, entrez, loup. On les retrouve tout de suite. Bonjour, jeune loup. Me voilà. Alors, le chapeau quand même. Voilà, c'était quelque chose comme ça. Ah, c'est quelque chose, c'est sobre. Plus nombreux poils, griffes, pattes, tout à fait transformées, tout ça. Tout de même. Gardez ce chapeau, Ariel Dombal, pendant que l'on dit bonsoir à Laurent Stocker du Français. Et je vous présente à tous les deux Julia Van Elst, pardonnez-moi Julia, et Benjamin Sportouche. Bonsoir. Vous êtes tous les deux des incarnations, vous de Jean de La Fontaine et vous, Ariel Dombal, du loup. Une des fables de La Fontaine, Le loup et le chien. Vous avez tous les deux, à titre comme ça, une fable préférée parmi les 240 et quelques fables écrites par Jean de La Fontaine au XVIIe. Allez, tout à trac. Moi, j'ai un faible pour les animaux malades de la peste. Ah, mais moi aussi. Eh ben voilà, ça tombe bien, ils sont faits pour se retrouver autour de cette table. Trouver toujours un bouc émissaire, c'est... Voilà, c'est d'actualité. C'est d'actualité. C'est d'actualité. Aussi. Que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de cour seront blancs ou noirs. Très bien. Eh bien, écoutez, vous avez le profil idéal pour parler de La Fontaine, qui est enterré au Père-Lachaise, à côté de Molière. Et je sais que vous y allez régulièrement. Section 25, 25e section. Gaël Legras, et on les retrouve juste après. Oui. Ariel Dombal et Laurent Stocker, vous participez à l'exposition La Cité immersive des fables consacrée à Jean de La Fontaine à Paris. Pour nous expliquer pourquoi, plus de 4 siècles après sa naissance, l'écrivain français est toujours aussi populaire, vous avez le profil idéal. Lorsqu'on évoque Jean de La Fontaine, on pense aux fables apprises à l'école comme Le chat, la belette et le petit lapin, interprétés ici en classe par le comédien Roger Carrel. Oh, dieux hospitaliers, que vois-je ici paraître? Dit l'animal chassé du paternel logis. Oh là, madame la belette, que l'on déloge sans trompette, ou je vais avertir tous les rats du pays. Les fables constituent un socle patrimonial. Le professeur émérite de littérature du XVIIe siècle, Patrick Dandré, souligne « Cette homocrisie française répond déraisonnable ». De fait, elles s'inscrivent dans la conscience collective. Claude Chabrol, par exemple, donnait toujours le corbeau et le renard à lire aux comédiens qui passaient une audition. Et voici ce qu'il attendait de celui qui devait jouer le rôle d'un commissaire de police. Ah bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hautes de ces bois. En politique, les fables peuvent aussi s'avérer utiles. En 87, Raymond Barre tarde à se présenter à la présidentielle de 88 et les journalistes le pressent de s'exprimer. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Alors, il y a beaucoup de lièvres aujourd'hui, mais laissez-moi être la tortue. Dans un autre registre, vous-même, Laurent Stocker, mise en scène par Bob Wilson à la Comédie Française en 2004, vous jouez une grenouille. J'ai répété les cris de grenouille jour et nuit pendant 6 mois.
6 mois. Et il y avait même eu un moment où les gens, je ne leur parlais plus normalement, je parlais grenouille. Aujourd'hui, dans l'exposition immersive, vous incarnez Jean de La Fontaine. Quant à vous, Ariel Dombal, vous interprétez un loup et vous précisez « Les fables sont morales, satiriques, philosophiques. Les abus de pouvoir, l'illusion, la liberté, tous les thèmes y sont traités. » Dites donc, vous voulez pas pousser à nouveau ce cri de rainette adorable? Je m'en souviens, c'était... Il y a le crapaud buffle aussi. Ah, ça, Mais il ne sait pas encore le faire. Le crapaud, mais le buffle, non. Laurent Stocker, il y a un poème de La Fontaine, une fable plutôt, un poème, qui s'appelle « La mort et le bûcheron », qui se termine par ces mots « Plutôt souffrir que mourir, c'est la devise de l'homme ». À vous qui avez été entre vos 8 ans et vos 10 ans l'assistant du croque-mort du village dans lequel vous habitiez, qui viciait les cercueils. Oui. Non mais c'est vrai, ça vous parle? Oui, j'ai un rapport à la mort assez étrange, parce que quand on a 8 ans et qu'on fait les enterrements, et qu'on est spécialisé dans les enterrements, ça forge une vie différente. Une philosophie même, un regard philosophique sur l'existence, je suppose. Oui. Ariel Dombal, le loup et le chien, vous êtes le loup qui revendique sa liberté, quoi qu'il lui en coûte, si je peux dire. Voilà, exactement. Là, c'est parce qu'il y a au moins 18 fables de La Fontaine avec le loup. Le loup est un animal qui fait peur, qui est craint. Mais ce qui est formidable avec La Fontaine, c'est justement qu'il a fait parler les animaux, et parler avec des voix différentes, et qu'ils ont tous leur morale et leur philosophie. C'est tellement nouveau, tellement radical. Évidemment, nous avons appris les fables de La Fontaine en étant enfants, et je crois qu'en effet, ça dure un peu toute la vie. La raison du plus fort est toujours la meilleure, qui est une chose atroce. Dans Le Loup et l'agneau, on pleurait à l'école quand c'est parce que le loup, n'est-ce pas, veut en plus qu'il y ait une moralité, sa propre moralité, faire plier l'agneau avant de le manger. C'est des fables très souvent très féroces et qui nous apprennent vraiment la vie, mais quand on est enfant, on ne comprend pas bien la langue. C'est difficile de pénétrer la langue de La Fontaine. Mais tout de même, Laurent Stocker, comment vous expliquez 4 siècles après, on les dit encore? Pourquoi elles n'ont pas pris de ride? Parce que moi, je pense que c'est exactement comme... il est de 1621, Molière est de 1622. L'avare, le misanthrope, c'est des pièces qui ne prennent pas de ride. Et la littérature de La Fontaine, c'est la même chose. Je crois que c'est parce qu'elle parle de nous autres humains, et puis avec des métaphores, parce que on connaît aussi la problématique. Quand il a été trop proche de Fouquet, il a été en disgrâce. Et donc, il ne pouvait pas écrire autre chose qu'avec des métaphores. Et les animaux, c'était formidable. Donc, parfait. Il y a un spécialiste de La Fontaine qui s'appelle Patrick Dandré, qui évoque le rire moqueur de La Fontaine, qu'il rapporte d'ailleurs au rire de Molière, et qui évoque ce rire dessillé, lucide sur les vanités humaines, ce qui rend peut-être quelque chose de pérenne et d'éternel et d'intemporel. Absolument, absolument. Vous êtes d'accord avec ça? Oh oui. Sûr, et puis bon, Monsieur Barre disait « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Mais je pense les maximes restent dans notre inconscient toute la vie. C'est très, très fort. Qu'est-ce que c'est ce spectacle immersif? C'est du cinéma, c'est de la mise en scène, c'est une déambulation rêveuse, c'est du théâtre? Qu'est-ce que c'est? C'est tout à la fois en même temps. C'est vraiment un spectacle entier, c'est-à-dire il y a même des salles où il y a des expériences olfactives, il y a plein de choses qu'on respire, et c'est depuis quelques années, on voit s'installer ces expériences. Les expériences comme ça, avec ça peut être l'atelier des Lumières, qui n'a rien à voir encore avec ça non plus. Mais c'est le même principe. On entre dans des cosmos qui sont tous hétérogènes, et on se perd. On se perd, il y a des endroits de déambulation, d'apprentissage pratique. Il y a de la musique, il y a même des parfums, des senteurs. C'est riche. On va en parler avec Julia, cette appétence du public pour l'immersion. Oui, alors, Elisabeth, peut-être que vous avez déjà été dans ce type d'expo, justement, truffé d'effets spéciaux, de projections, de sons et lumières ou de réalité virtuelle.
Regardez, par exemple, en ce moment, Le Petit Prince qui prend vie sur les écrans géants de l'Atelier des Lumières à Paris. C'est très, très beau. C'est le principe de s'immerger comme ça dans un univers particulier. Ce qui marche, c'est le côté ludique. C'est pourquoi souvent le public est souvent plus jeune et plus familial par rapport au musée traditionnel. Alors, il faut savoir que ce sont souvent des acteurs privés qui orchestrent ces expositions immersives. L'Égypte des pharaons, que vous pouvez voir en ce moment au Bassin des Lumières à Bordeaux, est produite par exemple par la société Culture Spaces Studio. Pour les sociétés privées, ces expos sont très rentables parce que souvent les billets d'entrée sont un peu plus chers quand même que les musées classiques, comptez une vingtaine d'euros pour un ticket adulte. Et ces expos, comme les groupes de musique, elles font des tournées. Titanic, par exemple, se décline dans plusieurs villes européennes, dont la ville de Lyon, à partir du 30 septembre. Alors certains parlent de Disneylandisation de la culture. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que c'est pas au contraire une manière d'aborder l'art d'une autre façon, de le démocratiser? Disney peut-être, mais enfin déjà, les fables de La Fontaine, à l'époque, il y avait toujours des illustrations. Et d'ailleurs, les fables de La Fontaine par Gustave Doré ou même Gustave Moreau ou Granville, il y a toujours eu quand même des vases communicants entre les arts. Et là, c'est une orchestration de tous nos sens. Donc, en effet, c'est plus facile d'y pénétrer. Et c'est ludique, pour employer un mot. Voilà. Mais je veux dire que dans l'art contemporain aussi, parce que David Hockney fait aussi des choses d'immersion. On est avec la technologie de notre époque. Ouais. Puis au théâtre, par exemple, ça peut être aussi des choses qui sont diffusées dans certains spectacles. On utilise beaucoup les nouvelles technologies. Ça, il faut... On parlait des acteurs privés qui financent des expositions immersives. La Cité immersive est financée notamment par Pierre-Édouard Stérin, qui est un homme d'affaires milliardaire et qui est classé à l'extrême droite. Est-ce que ça vous a fait hésiter ou pas à participer à cette cité? Je vais vous dire la vérité, je ne savais pas du tout quand j'ai fait la cité immersive que la société en question avait été incubée il y a quelques années parce que c'est une jeune start-up qui a demandé des financements. Est-ce qu'eux-mêmes savaient qui était ce monsieur? Je n'en sais rien. Après, en tout cas, c'est vrai de le savoir maintenant. Bah oui, c'est-à-dire que je crois que on en a discuté avec eux, c'est-à-dire qu'il y a eu cet apport financier au départ. Maintenant, ils volent de leurs propres ailes depuis plusieurs années sans avoir besoin de ce monsieur. Mais je pense qu'il faut aussi se dire que, comme au cinéma, comme au théâtre, comme dans la danse, comme dans la musique, il y a des artistes merveilleux et qu'il faut trouver des capitaux. Donc, les gens vont où ils peuvent. C'est tellement dur, les financements. Ariel Dombal, en 2019, au moment des Gilets jaunes, vous avez confié à un journaliste de Libération, Luc Levaillant, ressentir une véritable empathie, justement pour les Gilets jaunes, confrontés à une vraie détresse économique. On est à 2 jours d'un épisode qui risque de s'appeler Bloquons tout. Est-ce que vous ressentez toujours cette empathie? Alors, je dirais un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, parce qu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour. L'Achéron faisait aux animaux la guerre. Bon, alors là, il va y avoir aussi une guerre sociale. Alors, on va espérer, comme dans la fable de La Fontaine, que ce ne sera pas la raison du plus fort est toujours la meilleure et que ça ne sera pas que vous soyez puissant ou misérable. Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Essayons que les victimes ne soient pas les plus faibles. Eh bien, vous êtes un duo en osmose totale. J'aurais aimé que vous remettiez vos oreilles de loup, mais ce sera pour... On vous a vu avec vos oreilles de loup tout à l'heure. Merci Ariel Dombal, merci Laurent Stocker. La Fontaine en immersion, c'est à Paris dans le 8e arrondissement. Merci encore. On change de continent et on passe à notre débat sur la guerre déclarée par Donald Trump à la Banque centrale des États-Unis, petit nom la Fed, une institution cruciale et indépendante que le président américain cherche précisément à contrôler. Pourquoi, au risque de faire grimper l'inflation aux États-Unis et par ricochet d'entraîner des crises financières mondiales? On va en parler dans un instant après la mise au point de Sandrine de Calvez. Depuis des mois, le malaise est palpable entre Donald Trump et Jérôme Powell, le patron de la Réserve fédérale américaine. Ce jour-là, en visite dans des nouveaux locaux de la Fed, Donald Trump dénonce le coût des travaux.
It looks like it's about 3.1 billion. It went up a little bit, or a lot. Tentative de déstabilisation devant les caméras. Petite phrase assassine. Tous les coups sont permis contre Jérôme Powell. So he's doing a lousy job. He's too late, always too late, a little slow. We call him too late for a reason. He should have cut him a year ago. He's too late. Le véritable problème du patron de la Fed, c'est qu'il résiste à Donald Trump. Le président américain réclame une baisse des taux d'intérêt pour relancer l'économie. Mais Jérôme Powell estime qu'il y a un risque d'inflation. Il reste inflexible, attaché à l'indépendance de la Fed. Nous faisons notre travail au service de tous les Américains. Nous ne sommes au service d'aucun politicien, d'aucune personnalité politique. Nous sommes uniquement pour un maximum d'emplois et des prix justes. Donald Trump espère reprendre bientôt la main en cherchant un successeur à Jérôme Powell qui terminera son mandat en mai 2026. Des proches du président américain sont déjà sur les rangs, de quoi inquiéter les milieux économiques jusqu'en Europe. C'est un danger très sérieux, l'équilibre de l'économie américaine et par voie de conséquence, les effets que ça a dans le monde entier, parce que c'est la plus grosse économie du monde, seraient très préoccupants. Le gouverneur de la Banque de France estime même qu'il serait dangereux pour la démocratie de remettre en cause l'indépendance de la Fed. Alors Donald Trump peut-il s'emparer de la réserve fédérale pour influencer la politique monétaire américaine? Y a-t-il un risque pour l'économie mondiale? Nos trois invités, Natacha Valla, bonsoir, économiste, ex-directrice adjointe à la Banque Centrale Européenne. Vous êtes doyenne de l'école de management et d'innovation de Sciences Po Paris. Et selon vous, si la Fed baisse ses taux, comme le souhaite Donald Trump, il y a un risque pour l'économie mondiale avec à la fois une hausse de l'inflation aux États-Unis et une perte de confiance des investisseurs dans le dollar. À côté de vous, Jésabelle Coupet-Soubeyran, bonsoir, maîtresse de conférences en économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous publiez en octobre L'argent expliqué à ma mère et à son banquier, aux éditions, excellent titre, aux éditions du Seuil. Selon vous, les manœuvres de Trump permettent de prendre conscience du danger, de voir un État imposer à tout prix ses vues à une banque centrale. Mais devons-nous, c'est ce que vous ajoutez, devons-nous pour autant nous soumettre à ce fétiche que sont devenues ces institutions? Et enfin, Gérald Olivier, bonsoir, journaliste franco-américain, dernier livre Cover Up autour de Joe Biden, du clan Biden, de l'Amérique et de l'État profond, aux éditions Confidentes. Selon vous, la Banque centrale américaine n'a aucune légitimité démocratique. Elle est le symptôme de la technocratisation de la gestion politique. Elle n'a rien fait depuis 12 mois, vous ajoutez, alors que Trump veut une économie dynamique. Et on démarre ce débat avec le chiffre du jour. Oui, c'est le taux de chômage actuel aux États-Unis, 4,3%, et c'est son plus haut niveau depuis l'automne 2021. La première économie mondiale a créé 22 000 emplois seulement le mois dernier, un niveau bien inférieur à ce à quoi les États-Unis étaient habitués, selon la publication du service statistique du ministère américain du Travail. Gérald Olivier, est-ce que l'emploi, c'est une raison suffisante pour justifier cette ingérence de Trump dans la Fed pour vous? Alors, je ne parlerai pas d'ingérence, mais la Fed a 3 missions, la Réserve fédérale a 3 missions. La première, c'est de maintenir le chômage aussi bas que possible. La seconde, c'est de contrôler l'inflation. La troisième, c'est d'assurer la stabilité économique. C'est une agence qui a été créée en 1913 par une loi du Congrès qui n'existait pas avant, qui a été créée pour former une forme de réglementation bancaire et en fait, au départ, surtout aider les autres banques à éviter certaines faillites qui avaient des conséquences toujours, en réaction en chaîne sur l'ensemble de l'économie. Et donc, favoriser le plein emploi, c'est une des missions de la Fed. Et la Fed joue toujours, comme certains économistes, lorsqu'on favorise le plein emploi, on fait monter l'inflation, et pour contrôler l'inflation, eh bien, on a une politique inverse qui va défavoriser l'emploi. Donc ça, c'est le mécanisme, je dirais, permanent des relations entre le politique et l'économique aux États-Unis. Jésabelle Coupet-Soubeyran, est-ce que la lutter contre le chômage, ça peut justifier d'utiliser la Fed comme levier d'action? Alors, il y a plusieurs raisons, en fait. Avec une baisse des taux d'intérêt qui favorise l'activité économique. Il y a plusieurs raisons qui amènent Donald Trump à vouloir que les taux d'intérêt soient plus bas. Pour lui, si l'argent coûte moins cher, ce sera plus de business, de l'argent moins cher, donc plus d'investissement, plus de croissance. Plus d'emplois. Je pense qu'il a aussi conscience du fait qu'il y a des montagnes de dettes à rouler, aussi bien des dettes privées que des dettes publiques. Et si les taux d'intérêt sont élevés, eh bien, les dettes sont beaucoup plus difficiles à rouler. Si le taux d'intérêt baisse, ça permet de continuer d'emprunter
pour rembourser les dettes passées. Et la dette, elle est énorme aux États-Unis. Il faut dire, nous, à côté, c'est rien finalement, 3 600 milliards, c'est 10 000 milliards ou quelque chose comme ça. On a une dette privée aux États-Unis qui doit représenter un peu plus de 140% du produit intérieur brut américain et une dette publique qui représente 125% du produit intérieur brut américain. Bon, cela étant, les Américains, jusqu'à présent, ont le dollar et le bon du Trésor. Ça peut peut-être changer et peut-être que ça rendra les choses plus difficiles si tout ça s'abîme, mais ce sont des totems en fait pour les Américains. Et il y a une troisième raison qui amène Donald Trump à vouloir des taux plus bas. C'est que dans son analyse économique, dans celle de ses conseillers, eh bien, il considère que le dollar est trop élevé et que ça plombe la compétitivité des entreprises américaines. Donc, il fait pression pour avoir des taux plus bas. Cela étant, il y a des raisons de ne pas être d'accord. Et puis, ça dépasse largement, en fait, la question du niveau des taux, ce qu'est en train de faire Donald Trump. Alors, on aimerait savoir ce que votre voisine en pense. Vous avez été directrice adjointe à la Banque centrale européenne. Qu'est-ce que vous pensez de ces pressions exercées? Alors, il faut savoir qu'une banque centrale, il faut vraiment rappeler la base, c'est que c'est une agence. La mission de la Banque centrale, c'est par délégation constitutionnelle en général, d'avoir la responsabilité de l'émission et surtout de la stabilité d'une monnaie. Ça, c'est une garantie pour la population dans son ensemble. Si j'ai pas trop d'inflation, finalement, j'arrive à prévoir. Mon salaire a une valeur réelle qui ne se déprécie pas trop. Bref, cette maîtrise de la stabilité des prix, elle s'accompagne effectivement aux États-Unis d'un objectif lié à l'emploi, mais c'est un équilibre à trouver. Effectivement, comme ça a été annoncé, il y a un peu un plus d'un côté va vers le moins de l'autre. Donc il faut trouver cet équilibre. La raison pour laquelle la question des baisses de taux aujourd'hui aux États-Unis est problématique n'est pas forcément liée à la conjoncture. Peut-être que la conjoncture requiert une baisse de points, de 25 points de base à la prochaine réunion de septembre. Ça, sans doute, et je pense que ça peut s'argumenter avec de bons éléments. Le vrai problème, c'est que cette nécessité, elle est apportée par la voie du politique, Donald Trump, qui est censé avoir délégué par le biais d'une indépendance statutaire à une institution dont la raison d'être est précisément d'être indépendante de la volonté politique. Et donc, si la baisse de taux advient pour des mauvaises raisons, et effectivement, ces raisons ont été très bien énoncées, le financement de la dette à rouler, un peu plus d'activité économique, finalement, ça se porterait en positif par rapport à une politique de tarifs douaniers qui ne sera pas forcément in fine bonne pour l'économie américaine. Donc, ce sont ces mauvaises raisons-là qui sont, d'un point de vue presque éthique, en tout cas constitutionnel, problématiques. Alors, on va prendre un exemple avant que vous réagissiez. Je vous sens trépigner, Gérald Olivier. Avec Julia, précisément, on va évoquer Lisa Cook, une économiste de la Fed que Donald Trump s'est mis en tête de révoquer. Tout à fait. Alors, elle a 61 ans, Lisa Cook, et elle représente tout ce que Donald Trump déteste. C'est une économiste afro-américaine, née dans une famille militant pour les droits civiques. Elle est passée par d'abord le département du Trésor. Elle a ensuite été conseillère de Barack Obama. Et en 2022, sous Joe Biden, cette démocrate est devenue la première femme noire à siéger au Conseil des gouverneurs de la Fed avant d'être reconduite pour un nouveau mandat jusqu'en 2038. Sauf que Donald Trump, qui est en guerre contre la Banque centrale, a décidé de s'en prendre directement à elle. Fin août, il l'a accusée en fait d'avoir menti pour obtenir un prêt immobilier à un meilleur taux. Puis il l'a limogée brutalement de son poste de gouverneur. C'est un fait sans précédent dans l'histoire de la Fed. Depuis, Lisa Cook a dénoncé l'illégalité de cette décision et a porté plainte contre le président américain. L'affaire sera probablement portée devant la Cour suprême. En attendant, 600 économistes, dont plusieurs prix Nobel, ont signé une lettre en soutien à Lisa Cook, lettre envoyée à la Maison-Blanche, où il parle, je cite, d'une menace contre le principe fondamental de l'indépendance de la Banque centrale donc américaine. Est-ce que cette action donc, du président américain d'avoir tenté de limoger cette femme, Lisa Cook, est-ce que selon vous c'est un abus de pouvoir? Non, pas du tout, puisqu'il en a le droit. Il en a le droit et c'est inscrit dans les statuts, c'est inscrit dans la loi qui a donné naissance à la Réserve fédérale. Cette femme est membre de ce qu'on appelle le Conseil des gouverneurs. Les gouverneurs sont nommés par le président des États-Unis. Et il y en a 7. Et il a le droit, dans la loi, de les révoquer pour cause. Il a les droits de la loi
de les révoquer pour cause. For cause, c'est pas précisé dans le texte original, mais la jurisprudence, parce qu'il y a eu d'autres incidents dans les années 30, ont précisé que cette fameuse cause, ça pouvait être soit le fait de ne pas venir travailler, soit d'être inefficace, soit être coupable de malfaisance. Or, ce que cette dame a fait, c'est un crime fédéral. C'est un crime fédéral de col blanc, c'est un crime fédéral commun, mais c'est un crime fédéral quand même. Son avocat parle de prétexte. Non, c'est pas du tout un prétexte, puisqu'on a les éléments. Elle a menti sur 2 applications pour des prêts immobiliers. Les prêts immobiliers, ils sont là, sa signature, elle est là, c'est indéniable. Il y a 2 choses à souligner qui sont très, très importantes pour moi. La première, c'est que ces faits datent de 2021. Donc, attendez. Ils étaient connus quand elle a été nommée par le président Biden. Et je suis surpris que personne, à l'époque, n'ait relevé fait. C'est une première chose. Une deuxième chose, il s'agit de prêts immobiliers sur des résidences principales et des résidences secondaires. Tous les Américains n'ont pas les moyens de se payer une résidence secondaire. On est dans un crime de riche. C'est du crime de col blanc. Et pour moi, c'est symptomatique d'une certaine corruption au sein du pouvoir. C'est ça le problème. Ce n'est pas l'ingérence de Donald Trump. Isabelle Coupé-Soubeyran, vous direz. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette analyse. Je pense qu'effectivement, il s'agit d'un prétexte. Ce que cherche à faire Donald Trump, c'est à prendre le pouvoir, en fait, prendre le pouvoir de la monnaie, prendre le contrôle de la Banque centrale pour pouvoir, en effet, piloter les taux comme il l'entend, pour ensuite éventuellement faire en sorte que la Banque centrale achète des titres de dette américains pour financer plus facilement la dette américaine. Donc, ce que cherche à faire Donald Trump, c'est vraiment, en fait, réétatiser la Fed pour prendre ce pouvoir, monétaire. Vous avez fait une tribune pour dire que ça peut nous interroger sur l'indépendance. Alors, oui, bien sûr, parce que si vous voulez, c'est pas un sujet tout blanc, tout noir. C'est pas pour ou contre l'indépendance. C'est-à-dire que là, il s'agit pas de défendre à tout crin l'indépendance des banques centrales au motif que Donald Trump tape dessus. Il y a bien, effectivement, à s'interroger sur l'indépendance des banques centrales à certains endroits, parce qu'en plus, si vous voulez, c'est une indépendance à géométrie variable. L'indépendance de la Fed n'est pas celle de la Banque centrale européenne. La question qu'on doit se poser, la question majeure, je ne sais pas si on arrivera à y répondre ici, mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que les banques centrales, telles qu'elles sont gouvernées aujourd'hui, agissent dans l'intérêt général? Est-ce que si Donald Trump prend le pouvoir sur la Fed, est-ce qu'il agira dans l'intérêt général? Je ne le crois pas. Et donc ça veut dire qu'il faut, si vous voulez, réfléchir à la gouvernance et il ne faut surtout pas laisser Donald Trump fermer le débat sur l'indépendance. Votre point de vue, ajoutons que le gouverneur de la Banque de France a dit que ce qui se passait aux États-Unis était un danger pour la démocratie. Vous êtes d'accord? Oui, je suis entièrement d'accord avec ça. Je vais essayer de donner certains éléments. D'abord, le cas de Mme Cook, c'est un des... Non, mais ne revenons pas sur le cas de Mme Cook. Il y a quand même le cas de M. Miran, qui est censé devenir peut-être la personne qui représentera la Fed au plus haut niveau à la suite de... Qui est un proche de Donald Trump. Voilà, et il est dans le board. Il a réussi à le mettre dans le board, déjà. Et qui a des visions monétaires très, très hétérodoxes pour le moins et problématiques pour l'économie mondiale. Mais par rapport à la démocratie, tout cela a été bien pensé. L'indépendance des banques centrales, elle est arrivée pour certaines très tôt, pour d'autres un petit peu plus tard, comme la Fed, la Banque d'Angleterre, c'était avant, pour des raisons très simples. On voulait empêcher une situation où les États, pour financer leurs dettes, puissent prendre leur téléphone et appeler la Banque centrale, leur demander d'émettre de la monnaie pour financer cette dette. On a réussi à le faire par un biais de gouvernance assez pur, en fait, assez facile à comprendre, qui est l'indépendance. On vous donne un mandat, on vous donne un mode de fonctionnement, et tout ce qu'on vous demande, c'est de mettre vos actions en accord avec ce mandat. L'indépendance ne veut pas dire l'absence de compte rendu aux instances démocratiques, loin de là. Y en a-t-il assez? Il existe un système... Pose problème. On a beaucoup travaillé en zone euro, on a énormément travaillé sur ce sujet, puisque le président et la présidente de la Banque centrale européenne doivent rendre des comptes auprès du Parlement européen. Ça m'a coûté des heures de travail dans ma jeunesse, où il fallait vraiment, de façon très très précise, articuler l'analyse économique de la façon la plus scientifique qui soit. Alors, est-ce que la Banque centrale doit prendre en charge des décisions que d'autres institutions démocratiques doivent prendre? Ça, c'est un vrai sujet. Et moi, je pense que non. Mais pour la question de la politique monétaire, c'est vraiment... Sur le danger pour la démocratie. J'ai souri à la question, excusez-moi, parce que si on lit certains journaux, tout ce que fait Trump est un danger pour la démocratie. Donc, il n'y a rien d'original là-dedans. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'en effet, il y aurait un intérêt de la part de la politique pour Donald Trump de prendre un meilleur contrôle de la Réserve fédérale. Mais
tous les présidents cherchent à faire la même chose. Et ce contrôle, il aura l'occasion non pas de le prendre, mais de le favoriser l'an prochain, puisque le mandat de M. Jérôme Powell va expirer et qu'il ne sera pas renouvelé. Et qu'à cette occasion, Donald Trump pourra nommer Stephen Miron, qu'il a nommé gouverneur, et le faire passer de simple gouverneur à président du Conseil des gouverneurs. Donc il aura son influence sur la Fed à ce moment-là. Vous dites ça, mais alors il veut prendre le contrôle sur la Fed, mais ça ne fait pas une unanimité, y compris dans son camp. Écoutez, son conseiller économique, Kevin Hassett, est candidat aussi à la présidence de la Banque centrale américaine. Monetary policy, Federal Reserve monetary policy, needs to be fully independent of political influence, including from President Trump. Including from President Trump. The fact is that we've looked at countries that have allowed the leaders to take over the central banks, and what tends to happen is that it's a recipe for inflation and misery for consumers. And so central bank independence is something that Democrats and Republicans in the White House all agreed about. Isabelle Coupé-Soubeyran, voilà un Trumpiste qui défend l'indépendance de la Fed. Oui, alors... Total. Peut-être plus que vous encore, du coup. Non, mais si vous voulez, effectivement, il y a des pans d'indépendance à préserver. Et préserver la Banque centrale des interférences politiques de l'État, ça... c'est important. Et vous, tout à l'heure, vous évoquiez le fait qu'il fallait rendre des comptes. Exactement. Ça, c'est insuffisamment fait. Exactement, ça j'y viens. Mais ça veut dire que l'indépendance vis-à-vis de l'État, c'est important. Il y a une autre forme d'indépendance qui est très importante et qui n'est pas du tout respectée dans la gouvernance actuelle des banques centrales. C'est l'indépendance vis-à-vis du secteur bancaire et financier. Et bien au contraire, d'ailleurs, dans les textes des banques centrales, on invite en fait à recruter les banquiers centraux plutôt parmi d'anciens banquiers. Vous voyez qu'en fait, quand les décideurs à la table de la Banque centrale, dans le board des banques centrales, sont issus du secteur bancaire et financier, eh bien, ils représentent des intérêts sectoriels. Et donc, ça veut dire que ce que ne représente pas suffisamment la Banque centrale aujourd'hui, c'est la société dans son ensemble. Et donc, pour que ça se fasse, ça, il faudrait... Il y a plusieurs solutions, mais il faudrait soit dans un schéma... On n'aura pas le temps de toutes les évoluer. Non, il y en a deux, ça va vite. Mais dans un schéma de démocratie représentative, il faudrait effectivement que ce dialogue avec les parlementaires soit beaucoup plus fort que ce qu'il est. Il est relativement fort aux États-Unis, il est faible en Europe. Le Parlement européen ne fait pas le poids devant la BCE. C'est bien dommage. Et sinon, il y a une autre voie. L'autre voie, c'est élargir le board de la Fed à des représentants de la société civile, qu'on n'est pas simplement des avocats, des banquiers. Est-ce que vous avez senti à un moment donné que vous n'aviez pas assez d'interaction avec la société civile, avec les vrais gens, allez dire? Figurez-vous que les banques centrales recherchent l'interaction avec la société civile. La banque centrale qui ne veut pas dans ses fonctions, dans son mode de fonctionnement, elle recherche des compétences d'économistes, de régulateurs. Donc ces compétences-là, elles se trouvent un peu partout, dont effectivement dans le secteur financier. Ça, il faut l'accepter. Je pense qu'il faut accepter que ça se transfère de compétences. Moi, je ne crois pas au conflit d'intérêts des banques centrales. Après, il y a une question qui est absolument centrale, c'est la question, dans le cas des États-Unis, de la remise en cause du rôle international du dollar qui est en train de s'effectuer par le biais de ces pressions politiques et qui vont finir par être... Ça peut avoir des conséquences pour nous, pour les économies européennes et même pour les économies mondiales? C'est sûr, de façon toute évidente, parce que ça peut avoir des conséquences sur le niveau des taux d'intérêt américains, ça peut avoir des conséquences sur la transmission de la politique monétaire américaine auprès des autres économies, et puis surtout, ça a des incitations qui sont très très tangibles, notamment pour les pays émergents, à s'isoler de la sphère dollar. Oui. Qui dit taux d'intérêt, c'est-à-dire pour acheter un logement et tout ça. Alors vous, au contraire, vous direz, Olivier, si les taux d'intérêt baissent là-bas, ça peut nous aider, nous aussi, en Europe? C'est vertueux? Si le taux d'intérêt baisse aux États-Unis, ça va relancer l'activité économique. Les États-Unis sont le premier importateur mondial. Pourquoi est-ce qu'ils ont un déficit commercial avec pratiquement tous les pays de la planète? Parce qu'ils consomment, et d'ailleurs ils consomment bien au-delà de leurs moyens. C'est la raison pour laquelle ils ont une dette publique et une dette privée qui sont toutes les deux énormes. Donc aussi bien la baisse du dollar renchérit le coût de nos exportations. Donc ça ne nous aide pas, nous, Européens.
D'accord ? Par contre, une activité économique américaine plus dynamique, ça favoriserait nos exportations. Donc bien sûr qu'on peut... Le jeu et l'influence, je dirais, ou l'incidence sont évidents. Et de fait, Jérôme Powell sera prêt à baisser ses taux d'intérêt là, dans quelques semaines. Donc c'est... Oui, parce que il donne raison, le patron de la Fed, il donne raison au président américain. Il y a cette problématique de l'emploi. Il y a cette problématique de l'emploi que vous évoquiez tout à l'heure. Mais encore une fois, les interférences de Trump dépassent très largement un débat sur le bon niveau du taux d'intérêt aux États-Unis. Mais si, c'est vraiment... Tous les présidents le font. Tous les présidents... Excusez-moi, je ne veux pas vous couper. C'est un débat sur la gouvernance des banques centrales. Il faut excusez-moi. Laisser l'État prendre la main sur les banques centrales, si vous voulez, en l'état, en fait, de nos démocraties. Mais pourquoi ça ne peut être un dialogue, pardon, Isabelle Coupé, entre le politique... Les intérêts ne sont pas les mêmes. Vous avez un intérêt politique à court terme et un intérêt économique à long terme. Il est trop peu visible pour la société civile, il est effectif et le travail est permanent. Non, le dialogue est insuffisant. On échange avec la sphère des représentants des peuples auprès des parlements nationaux et européens. L'indépendance... La Fed... On parle tous les trois en même temps. Mais... Oui, excusez-moi. Mais la Fed, alors c'est ma génération, je l'ai vécu littéralement, mais la Fed, pour moi, elle a véritablement émergé dans le contexte de l'économie américaine à la fin des années 70, quand le président Carter a nommé un monsieur qui s'appelait Paul Volcker à la tête de la Fed, avec pour mission de tuer l'inflation. Et à l'époque, on était entre plus 15 et 20% par an. Il a tué l'inflation, mais d'inflation, oui. Ouais. C'était les années 70. Vous nous rappelez le taux d'inflation aux États-Unis en ce moment ? Il est à 2,3. Enfin, quand Nixon a demandé... Il est plus près de 3 que de 2, hein, c'est ça le problème. 2,7, c'est ça ? Il est plus près de 3 que de 2, et c'est pour ça que Jérôme Powell est assez hostile à baisser les taux d'intérêt. Mais il y a cette problématique de l'emploi. Le souci, quand même, si vous voulez, c'est qu'on a, notamment en Europe, une indépendance très technocratique. Alors justement, sur ce point-là, parce qu'on voudrait entendre votre voisine, est-ce que c'est très technocratique, cette indépendance-là, qu'elle n'est pas suffisamment, encore une fois, ancrée dans la réalité et qu'elle bloque l'économie mondiale, quelque part? Alors ça, je pense que pas du tout. C'est une indépendance qui s'ancre dans une expertise et dans une connaissance des mécanismes macroéconomiques. Donc ça, on ne peut pas mettre ça entre les mains de n'importe qui. Cela dit, ça ne doit pas empêcher... Oui, mais si, in fine, le résultat, c'est 15-20% d'inflation, ce qui, au bout du compte, va se retourner contre les sphères politiques, personne n'a intérêt à laisser filer cette notion de mandat et de délégation pour une entité qui reste, il faut le rappeler dans le contexte actuel, une entité du secteur public. Parce qu'on a aussi des discours aujourd'hui qui sont sous-jacents à ce qui se passe pour des émetteurs de monnaie du secteur privé. Et là, on entre dans une toute autre sphère. Mais la Banque centrale dans une autre histoire. Mais le débat doit s'encastrer vraiment bien davantage dans la société pour représenter... Dans la société civile. Merci à tous les trois d'avoir expliqué quelques points de façon extrêmement précise. C'était beaucoup plus clair. Merci encore. On va rester dans l'actualité avec Xavier Maudieu, Marie Bonisseau. C'est rond, c'est jaune avec des taches noires à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est ? Écoutez, c'est patrimonial et c'est fini, vous verrez. Et autre disparition annoncée pour 2026, celle du réseau 2G, en l'occurrence très utilisé, et ça va être un problème dans les ascenseurs en France. Mais d'abord, le mot vedette du jour, Pink Ladies, du nom de ces mères de famille britanniques qui sont en première ligne des rassemblements anti-immigration au nom de la sécurité de leurs filles adolescentes. C'est entendu. We speak to one of the Pink Ladies. I'm the Pink Ladies. Pink Ladies, des femmes en rose. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Pink Ladies, terme anglais traduisible par les dames en rose, désigne un groupe informel de femmes anglaises habillées de rose, manifestant depuis 2 mois devant des hôtels pour migrants afin d'obtenir leur départ. Les Pink Ladies affirment vouloir protéger leurs filles après qu'un exilé a été accusé d'agression sexuelle. Le demandeur d'asile éthiopien de 38 ans, arrivé sur un dinghy 8 jours auparavant et hébergé dans un hôtel de la banlieue de Londres, est inculpé de 3 chefs d'agression sexuelle, incitation d'une mineure à une activité sexuelle, harcèlement sans violence, pour lesquels il a été reconnu coupable jeudi 4 septembre. Depuis son arrestation en juillet, des Pink Ladies battent le pavé 2 fois par semaine devant le Bell Hotel. Ces manifestations de moins en moins pacifiques, celle de vendredi a conduit à 32 arrestations et 21 condamnations, sont impulsées par un mouvement extrême droitier qui revendique un nationalisme raisonnable.
Entre les Pink Ladies, leurs poussettes et leurs pancartes, quelques radicaux et des croix de Saint-Georges, drapeau national de l'Angleterre depuis le Moyen-Âge, souvent détourné par l'extrême droite comme symbole de l'identité anglaise pour revendiquer un espace libre de tout étranger. Une cohorte défendue par un fameux tribun nationaliste. L'ex-champion du Brexit, dont le camp promettait que la sortie britannique de l'UE allait rendre 350 millions de livres à la Sécu chaque semaine, avant d'admettre que c'était du pipeau, s'est joint aux revendications des Pink Ladies avec une nouvelle promesse, s'il arrivait au pouvoir, virer les migrants au rythme de 5 charters par jour. Une véritable voie de farage. Thibault Nolte à son meilleur. Retour à vous deux et à l'heure de vos chroniques. Alors, vous l'avez. Ah oui, ouais. Bah, grâce à qui? Grâce à vous. Alors, c'est la fin de la petite boîte jaune. Eh oui, les cachous la jaunie, fin de production. Oh bah écoutez, une histoire patrimoniale. Ah oui, faut le dire. Comme La Fontaine, quasiment. Qui commence en 1880, Elisabeth, dans le quartier Esquirol à Toulouse, quand le pharmacien Léon Lajaunie décide de révolutionner le cachou. Le cachou, c'est une substance aromatique, c'est sombre, c'est tiré de certains arbres, l'acacia par exemple. Et depuis longtemps, les apothicaires connaissent l'utilité du cachou, ses vertus digestives, assainissantes. Sauf que voilà, vendu en pain ou en poudre, c'est pas facile à utiliser le cachou. Idée de génie de Léon Lajaunie, c'est qu'il travaille le cachou avec de la réglisse, avec de la menthe. Il étale ça dans une pâte très fine, il coupe en tout petits carrés, et ça y est, le cachou est là. La pilule avec toujours ses vertus digestives et assainissantes. Une histoire qui nous tient en haleine, bien entendu. Et la boîte? Idée de génie, autre idée de génie de Léon Lajaunie qui fait appel à un de ses petits potes, Cyril Kerr, horloger de son état à l'île Jourdain, ça se trouve pas très loin de Toulouse, une trentaine de kilomètres. Et cet horloger fabrique une boîte qui a la forme d'une montre, vous savez, ces montres à gousset comme ça, ça se range très facilement quant à la couleur, jaune évidemment, hein, c'est Lajaunie. Et donc ça y est, nous avons la boîte, nous avons les cachous, maintenant il faut faire connaître cette invention parce qu'on est au 19e siècle et partout en France, vous avez des pharmaciens qui bidouillent, qui bricolent et qui proposent des produits absolument sensationnels. La concurrence est rude et Lajaunie excelle pour la publicité sous toutes ses formes. Alors des annonces dans la presse, des plaques émaillées, des affiches, bien sûr, vous avez des buvards publicitaires et le cachou Lajaunie traverse les générations. Dès que vous avez un fumeur, vous avez des cachous jusqu'à 1985, une publicité mémorable, brève par sa durée, éternelle par son efficacité. Cachou, Lajaunie, Lajaunie. Ça y est, nous l'avons, Elisabeth. Le cachou Lajaunie, c'est notre patrimoine. C'est une forme de nostalgie. La nostalgie, ça se cache où? Ça se cache dans une publicité avec le temps qui Lajaunie. C'est notre histoire nationale, Elisabeth. Vive la prise de la pastille. Et moi, je vous ai pris des cachous. Voilà, hop là, des cachous pour tout le monde. Tiens, hop là. Ah ouais. Voilà. Et alors ça, gardez, c'est collector. C'est collector. Bon, alors encore un truc qui disparaît, le 2G. Oui. Et alors, ça va concerner les ascenseurs. Oui, c'est ça. Ils s'inquiètent. Alors la 2G, c'est vrai qu'on l'avait aussi un peu oublié. Rappelez ce que c'est pour un réseau pour les jeunes. de téléphonie mobile qui a été lancé en 1992 chez nous en France par France Télécom. À l'époque, ça s'appelait Itinéris. Ouais, ça dit quelque chose à quelqu'un. Bon, voilà. Bon, on va dire, pour faire simple, c'est le grand-père de la 4 et la 5G qu'on utilise majoritairement de nos jours. Alors, d'ici à la fin de l'année prochaine, les opérateurs téléphoniques, donc Bouygues, Orange, SFR, Free, vont s'en débarrasser de cette 2G. Ça se passe pareil dans des dizaines d'autres pays. En fait, ce qu'ils veulent notamment, c'est faire de la place, allouer plus de fréquences à la 4 et à la 5G. Donc, ils vont éteindre la 2G d'ici la fin 2026 et puis ils vont zigouiller la 3G aussi. Préparez-vous, en 2029. Vous allez me dire, c'est le progrès, ma bonne dame. Oui, mais il va un peu trop vite, ce progrès, répond la Fédération des ascenseurs. Alors, elle a calculé, cette fédération, qu'il y a encore un tiers des ascenseurs de notre pays qui actuellement utilisent cette 2G pour leur système d'alarme en cas de problème, en cas de panne. Vous voyez, vous la connaissez, cette petite cloche-là, si vous êtes claustrophobe. Hein, on la regarde fixement pendant tout le trajet. Et elle est reliée directement au secours. Et théoriquement, si elle ne fonctionne plus, cette petite cloche, parce qu'il n'y a plus de 2G, l'ascenseur n'a pas le droit ni de monter ni de descendre, il est à l'arrêt. Donc, branle-bas de combat, les ascensoristes supplient d'avoir 2 ans de rab, 2 ans, encore un peu plus de 2G, pour faire passer les 230 000 ascenseurs concernés à la 5G, pour moderniser. Bercy a répondu, ils ont dit hors de question, parce que, notamment, ça voudrait dire que l'État français doit payer des grosses indemnités aux opérateurs télécoms. Donc non,
Il va falloir moderniser tout ça. Ça va coûter entre 600 et 1800 € pour changer chaque boîtier des ascenseurs un par un. Et le problème, c'est que les copropriétés, les bailleurs n'ont pas l'air très pressés de sortir cet argent en ce moment. Ou alors, ils ne sont pas au courant, donc il faut qu'ils regardent ma chronique sur Arte. Voilà. Donc, la Fédération des ascenseurs s'inquiète parce qu'elle s'attend à un rush. Ils ont peur que tout le monde, au dernier moment, dise « il faut changer, il faut moderniser mon ascenseur ». Donc, c'est un vrai sujet parce que, comme le rappelle pertinemment le journal Le Monde, cette mobilité verticale, comme on l'appelle, c'est un énorme facteur d'inégalité sociale au quotidien. L'ascenseur, c'est on n'y pense jamais, c'est le premier moyen de transport des Françaises et des Français. Il y a 100 millions de trajets d'ascenseurs par jour. Et ils ne montent pas pareil, et c'est peu de le dire, selon là où vous habitez. C'est un élément de distinction. Dans les tours de luxe, pour les architectes, ils vont soigner leur ascenseur, alors qu'il peut être en panne pendant des mois et des mois dans les tours HLM de certains quartiers populaires. Alors cette petite cloche, elle a vraiment son importance pour celles et ceux qui se retrouvent très régulièrement, trop régulièrement, coincés entre le 8e et le 9e avec des tonnes de courses. Voilà, alors je rassure quand même. Pour finir cette chronique, je rassure mes amis claustrophobes. Ouais. Aujourd'hui, les ascenseurs ont un numéro de téléphone d'urgence qui est souvent sur un petit sticker à côté des boutons. Ça, vous pouvez le joindre avec votre téléphone portable. Si on n'a pas de téléphone dans l'ascenseur. Via la 5G. Il faut que ça capte. C'est toujours un problème. Merci à tous et merci à Xavier Bauduit ce soir qui va être baptisé Blanche de Pastille, si vous voulez bien. Voilà, merci de votre fidélité à vous. On se retrouve demain à 20h05. Tchuss.